Nous sommes en ligne avec le Rav Eliyahu Rachamim Zini et Rosh Yeshiva de la Yeshiva Or Vishua à Haïfa. Rav Zini, Shalom, Boker Tov. Boker Tov à vous, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez signé une lettre avec plusieurs autres rabbinim, entre autres le Rav Dov Lior, une lettre dénonçant l'accord qui a été signé, affirmant que finalement ce n'est pas un bon accord, l'accord permettant la libération des otages. Vous avez avancé plusieurs arguments. Je voudrais que vous nous résumiez quels sont les arguments, pourquoi vous vous opposez à cet accord qui a été conclu avec le Hamas ou avec le Qatar. Avant tout, il faut, je pense, préciser les conditions dans lesquelles cette lettre a été rédigée et signée. Il ne s'agit pas d'abord d'une initiative de nous en tant que rabbins, exactement l'inverse. Il s'agit de parents, de gens dont les enfants ou des parents sont en captivité chez le Hamas, qui nous ont demandé de les soutenir dans leur combat contre l'accord. C'est important de le souligner, effectivement. Vous comprenez que ça change déjà énormément de choses. C'est eux qui ont demandé. Il y en a beaucoup. Énormément, surtout, d'abord sur le plan juif. Ça prouve qu'il y a dans le peuple juif à l'heure actuelle, il y a énormément de malades mentaux, mais il y a aussi des gens qui sont en pleine santé morale et qui comprennent exactement quelle doit être la position d'un État dans une situation extrêmement critique comme celle-ci. Et qui sont prêts à sacrifier ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux pour le bien de tout le peuple. Parce que avoir des parents en captivité et demander que l'État ne cède pas, c'est sacrifier ce qu'on a de plus cher pour tout le peuple juif. Et ça, c'est quelque chose de gigantesque, de fantastique. Alors, je vais faire juste une petite remarque, si vous me permettez. D'abord, il y a beaucoup de parents ou de proches des familles des otages qui vous ont sollicité. Combien sont-ils parmi, on va dire, ces dizaines et dizaines de familles? Je ne peux pas vous répondre, je vous dis la vérité, puisque je ne fais pas partie des organisateurs de cette lettre. On m'a demandé de signer cette lettre, de bien vouloir signer cette lettre, et on m'a précisé que ça venait de la part de parents. De combien s'agit-il? Je ne peux pas vous répondre. Alors, vous avez utilisé... Je pense, permettez-moi Daniel, je pense que ça n'a pas trop d'importance pour la raison suivante. Je pense qu'il est extrêmement important pour nous juifs, surtout un juif croyant, de tirer des conclusions fondamentale pour tout le bien du peuple juif dans notre avenir. Cette guerre a commencé avec une tragédie incommensurable. Le jour de Simchat Torah, nous le savons bien. Mais elle a réveillé dans le peuple juif des phénomènes et des réactions d'une envergure et d'une qualité, d'un standing intellectuel et moral qu'on n'a jamais vu à mes yeux depuis David Ameller. Et alors? Cette volonté, cette acceptation de tout le peuple, immédiatement, sans aucune hésitation, aller courir en première ligne pour aller régler le compte avec ces personnes, je n'ai pas de terme assez méchant pour désigner les gens du Hamas, pour aller liquider ces ordures et pour aller venger ce qui a été fait. On n'a jamais vu à mes yeux une telle volonté, un tel esprit de sacrifice de toutes parts, quelles que soient les positions politiques, sociales ou économiques et autres, à mon avis, d'une telle envergure depuis David Ameller. Et dans la lettre, alors vous dites qu'il ne faut pas freiner l'élan, cet élan qui se manifeste, en particulier bien entendu sur le terrain par les soldats. Vous dites qu'un arrêt, une trêve, même pour la libération d'otages, eh bien, freinerait cet élan et risquerait de mettre en péril, on va dire, les objectifs de la guerre? Au niveau des objectifs, des faits, ce que vous dites est exact, mais permettez-moi de modifier légèrement la présentation des choses. Il y a d'un côté une volonté de la part de tout un chacun, il n'y a pas de discussion là-dessus, d'essayer de sauver ces personnes qui sont des otages.
Le problème n'est pas là. Il y a d'un côté cette volonté de sauver des Juifs et de l'autre côté une problématique militaire, stratégique. Arrêter le combat maintenant, c'est casser cet élan. Et non seulement casser cet élan, c'est laisser un moment tout le Hamas se réorganiser pour nous taper encore plus dur devant nous. On met en danger d'autres personnes. Et regardez ici la grosse problématique, et je vais prononcer une phrase qui va peut-être secouer beaucoup de monde. Mais en tant que rabbin sioniste et très sioniste, comme vous le savez, je peux me permettre de le dire, l'État d'Israël n'est pas encore sorti de diaspora. On a un État, on est soi-disant indépendant, mais c'est faux. Les directions, aussi bien gouvernementales que militaires, ont une mentalité du juif, du ghetto ou du mélach. Ils sont pas sortis de là-bas. Regardez, ils ont en face d'eux des problèmes individuels et des problèmes collectifs. Ils les mettent sur le même plan. D'où cela relève d'une conception galoutique, d'une conception du ghetto. On doit sauver chaque juif. Effectivement, en diaspora, nous n'avions pas de vie collective nationale. Alors on s'occupait de chaque juif représentait un individu pour lequel on était prêt à faire énormément de choses et on devait faire n'importe quoi. Mais on n'a pas encore digéré le fait que nous sommes maintenant un peuple dans un État. Et entre l'intérêt de l'individu ou de même certains individus et l'intérêt de l'État, il faut que l'intérêt de l'État, quand je dis l'État, je ne dis pas au sens politique du terme, l'intérêt de tout le peuple juif, en face de l'intérêt de certains individus, il faut que l'intérêt du klal prenne la primauté dessus indéniablement. Alors j'ai compris. Je voudrais reprendre justement ce que vous dites. Mais lorsque effectivement on est dans un État souverain, on est dans une collectivité. Mais est-ce que aujourd'hui l'État d'Israël, qui représente certaines valeurs, peut se permettre de renoncer aux valeurs de la vie, du sauvetage d'enfants, de femmes? Ce sont même pas, on va dire, des civils ou des militaires. Ce sont des femmes et des enfants qui ont été capturés sauvagement par le Hamas. Est-ce que on peut raisonnablement, en tant qu'État, renoncer et renoncer même à cette mitzvah? Quelle est la place de cette mitzvah de Pidyon Shvuim dans un État? Alors écoutez, d'abord un premier point, vous êtes tombé dans le panneau, tout le monde, vous n'êtes pas une exception, tout l'État d'Israël, y compris les plus religieux, y compris la quasi-totalité des rabbins, sont tombés dans une erreur profonde qui s'appelle Pidyon Shvuim. C'est pas ça, Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim, dont parle le Talmud dans Masechet Gittin Bedaf Memhe Amud Rishon, parle de juifs qui ont été pris en captivité et on demande en contrepartie de l'argent. Ça, c'est Pidyon Shvuim. Ça, c'est pas par contre, ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. C'est pas des vies contre de l'argent, c'est des vies en temps de guerre. Et dans des conditions pareilles, la Torah est explicite dans Sefer Bemidbar, à propos justement du Melech Harad, qui a pris Shevi, autrement dit, qui a emmené en captivité une partie du peuple juif. Quelle a été la réaction sur l'ordre de Moshe lui-même? Eh bien, on part en guerre et on massacre Harad. Et ensuite, on réfléchit. Vous savez comment on doit mener une conversation avec les gens du Hamas? Il y a une seule façon. D'abord, leur rentrer une balle en plein crâne. Et si on pouvait même un obus, c'est préférable. Et ensuite, on parle. Pas avant. Avec des ordures pareilles, il n'y a pas de conversation possible. Bien sûr, il faut tout faire pour sauver ces personnes. Mais je vais vous expliquer. Le Hamas n'a aucun intérêt à liquider ces personnes. C'est la seule carte qu'il a en main avec laquelle il peut jouer. Donc, le comportement de Tzahal, à mes yeux, devait être le comportement d'un État. C'est pas Pidyon Shvuim, c'est Hatzalat Shvuim. Et une petite Hatzalat Shvuim, c'est une toute autre histoire. Il s'agit pas d'argent, il s'agit de vie maintenant. Et
Ce qu'il fallait faire, c'est continuer à écraser le Hamas de façon à ce qu'il ne lui reste plus d'autres possibilités que de libérer ces gens-là, moyennant peut-être le sauvetage de certains de leurs dirigeants ou de leurs participants. Mais tout de même, Ravzini, on le voit, le peuple, vous l'avez dit vous-même, le peuple s'est réveillé le 7 octobre avec un élan de solidarité, de mobilisation, d'abnégation, des dizaines et des dizaines de milliers de soldats qui se sont mobilisés pour aller au combat, pour combattre. Alors, c'est-à-dire, ce peuple-là aussi, je pense qu'il voudrait voir les otages revenir, il voudrait voir des enfants et leurs mères revenir. Comment on peut faire une distinction entre... Excusez-moi, Daniel, mais tout le monde veut les voir revenir. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le problème est quel doit être le prix. Est-ce que le prix doit être certain? On oublie que pour faire un accord pareil, on risque de sacrifier des dizaines de soldats. Alors, qu'est-ce que c'est cette conception suivant laquelle on essaye de sauver des vies sur le prix d'autres vies? Et quand vous parlez des gens qui sont en première ligne, vous savez que la quasi 60% des élèves de ma yeshiva sont en première ligne. 80% des rabbins enseignants sont en première ligne. Et parmi oui, mais là, je voudrais pas qu'on rentre dans la problématique des identitaires qui combat et qui ne combat pas, parce que c'est peut-être un peu déplacé de le faire maintenant. On voit que parmi les soldats qui tombent au combat, il y a de tous les horizons. Il y a des religieux, des laïcs, des gens de gauche, de droite, des villages, des kibbutzim, de la ville. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parmi les combattants, il y a des gens de tous les azimuts, c'est indéniable. Mais en première ligne, l'armée de terre, c'est la quasi-totalité. 90% sont des gens du sionisme religieux ou des gens traditionnalistes. Ailleurs, il y en a d'autres. J'ai du mal avec cet étiquetage. Excusez-moi, Daniel, je ne mets pas en doute la volonté de n'importe quel juif, quelles que soient ses obédiences, de vouloir aller sauver le peuple juif ou sauver n'importe quel juif. Il ne s'agit pas ici de mettre en doute. Je parle simplement de faits. Au niveau des faits, regardez même l'État. Vous savez combien, parmi les gens qui sont tombés, combien il y a de pourcentage de sionistes religieux? Mais 40%. Ravzini, ça m'intéresse pas vraiment de savoir combien il y a de pourcentage, parce que même si je peux le constater, je constate aussi qu'il y a des soldats qui étaient, il y a des jeunes Israéliens qui étaient en voyage en Inde et dans les voyages après l'armée, et qui sont revenus à toute vitesse pour s'enrôler dans l'armée israélienne. Indéniablement. Alors pourquoi on va être obligé de faire maintenant dans des compartimentages alors que tout le monde combat sous le même uniforme, sous le même drapeau? C'est pas le moment de parler de ça, je pense, à mon avis. Hein, non, vous m'excusez. J'ai parmi les membres de ma communauté des gens qui sont des pères de famille et plus de 10 enfants quelquefois, et qui sont là-bas depuis jour de Simchat Torah, ils sont pas rentrés encore à la maison. Et ces gens-là, il ne s'agit pas de les mettre en danger. On essaye de sauver certaines personnes, mais on n'a pas le droit de mettre en danger d'autres personnes. Ça, je peux comprendre. Ce principe, ce principe, on peut le comprendre, effectivement. De ne pas mettre en danger d'autres personnes sur le compte d'un accord qui peut être dangereux d'une manière ou d'une autre pour l'armée. À partir du moment, et là, je pose la question aussi, à partir du moment où l'armée valide aussi un tel accord, et vous allez me dire peut-être que là aussi, je tombe dans le panneau. À partir du moment où l'armée valide un tel accord, elle donne son feu vert à cet accord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que elle se sent coupable de ce qui s'est passé le 7 octobre ou d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, à partir du moment où les chefs de l'armée, l'état-major valide un tel accord, et alors finalement, est-ce que sur le plan, je répète, sur le plan moral, est-ce qu'on ne doit pas tout faire, c'est-à-dire pour ramener ses enfants? Daniel, excusez-moi, j'ai précisé déjà 2 fois, je le ferai pour la 3e fois. Il est clair qu'on doit tout faire pour essayer de les sauver. Le problème n'est pas là-bas. La discussion n'est pas sur ce principe. Sur ce principe, il n'y a pas de discussion. Le problème est de savoir quelle est la façon la plus adéquate de les sauver. Mais l'armée apparemment dit c'est les pressions qu'on a, les pressions. L'armée s'est avérée comme une menteuse. Excusez-moi.
une menteuse. Et elle l'a prouvé, elle a sacrifié plus des milliers de personnes le jour de Simchat Torah à cause de sa bêtise. Écoutez, vous parlez des gens qui sont maintenant dans l'armée. Écoutez le Alouf Long Island. Écoutez le Alouf Brick. Écoutez le Alouf Gershon Cohen, qui sont des Aloufim qui sont pas moins des gens de l'armée et qui sont violemment opposés à cet accord. Regardez ce qu'il a publié Long Island il y a 2 jours et encore une nouvelle fois ce matin. Il dit que c'est une conception strictement erronée. La discussion n'est pas est-ce qu'on doit tout faire pour les sauver. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On doit tout faire, même plus que ce qu'on est capable. Le problème est de quelle façon on doit le faire. Et qu'est-ce qui est la façon la plus adéquate qui va éviter qui va nous amener à un minimum de dommages. Et c'est ça le problème. Et casser cet élan, justement, de toute l'armée, de cet enthousiasme, de vouloir. On ne peut pas renouveler ça comme ça. Ensuite, vous voulez que je vous lise la lettre qu'a écrit un rabbin dont le fils a été égorgé le jour de Simchat Torah? 2 lignes. Voilà le rabbin Nagari, le père de quelqu'un de Aharon Nagari qui a été tué. Il s'est adressé à monsieur Netanyahou de façon très violente. Et je traduis. Monsieur le chef du gouvernement, vous êtes responsable de la mort de mon fils. Oui, vous. Pourquoi? Parce que vous avez libéré ces terroristes au moment de l'affaire de Shalit. Mon fils a été assassiné dans la base de Zikim le jour de Simchat Torah. Vous et tout votre gouvernement, ainsi que tous les chefs de l'armée, Gantz et Eisenkot, qui ont accepté, qui ont permis au Hamas de se développer. Et maintenant, au lieu de reconnaître votre erreur, vous continuez avec cette même erreur et vous voulez libérer des terroristes. Il a écrit ça au moment de cet accord. Vous entendez? Il s'agit d'un père chakoul. C'est pas moi. Alors le problème est ailleurs. Le problème est quelle est la façon la plus adéquate. N'oubliez pas un autre point dont on ne tient pas compte. Le fait de discuter avec Hamas, c'est lui donner un statut international. Vous vous rendez compte qu'est-ce que fait l'État d'Israël au lieu d'écraser ça, de ne pas tenir compte, il n'y a pas de place. Et il ne voit pas l'État, le juif n'arrive pas à sortir de sa galoute. Il n'est pas à même de prendre une décision sans faire abstraction des réactions du monde entier, même quand il est en danger. Ça, c'est une réaction de galoute. Et vous avez posé la question, est-ce qu'on peut se permettre une chose pareille? Alors, permettez-moi de préciser quelque chose. J'ai parmi mes élèves, 5 de mes élèves qui sont pris de la sécurité d'Israël, ce qu'on appelle Pras Bitachon Israël. Des gens qui prennent une page de Talmud tous les jours, des gens extrêmement religieux, et qui me supplient depuis un temps incroyable qu'on leur donne les budgets qui permettraient de conférer à l'État d'Israël tous les moyens de défense qui le rendraient indépendant militairement. Et ils n'arrivent pas à voir ça parce que la mentalité israélienne n'arrive pas à se détacher de cette conception suivant laquelle on a toujours besoin des goyim et on est dépendant toujours d'eux. C'est vrai qu'on ne peut pas se dispenser totalement d'eux, mais en tous les cas, il faut vouloir, il faut espérer, il faut agir dans le sens d'une indépendance. Or, c'est pas ce qui est fait. Est-ce que vous savez que, par exemple, maintenant, une des pressions américaines sur Israël relève du fait qu'Israël n'a pas suffisamment d'armement et qu'elle est soumise à Biden parce qu'il manque des armements. Et je ne parle pas d'armement super sophistiqué, je parle d'armement que Israël aurait pu créer et que par le passé il créait, et que en Israël on a décidé de c'est pas grave si on achète des États-Unis. Et alors on se retrouve dans une situation où on n'a pas tout à fait notre indépendance. Alors le problème, une nouvelle fois, on doit tout faire pour sauver ces personnes. Le problème n'est pas là. C'est est-ce qu'on doit le faire de la façon où ça a été fait, ou bien d'une façon plus tranchante à nos yeux, à savoir de tout faire pour écraser le Hamas et l'amener à une situation où de lui-même, il nous proposerait de libérer ces gens, moyennant ceci ou cela. Et c'est ça le problème. Et une nouvelle fois, quand personnellement, vous suivez peut-être ce qui apparaît en public, mais personnellement, je suis ami avec le ministre de la Sécurité, avec la quasi-totalité des ministres du gouvernement actuel. J'ai une conversation directe avec eux et permanente. Et quand j'ai des choses à leur dire, bonnes ou moins bonnes, je leur dis directement, mais pas en public.
Notre problème ici est de chacun à sa façon, dans sa manière, avec ses moyens, de dire et d'essayer d'avoir une influence dans le sens qui amènera un certain bien ou un bien quelconque pour le peuple juif. On n'a pas besoin pour ça de la tikchoret, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais ici, dans ce cas-là, au sujet de l'accord, avant d'avoir signé cette lettre, j'avais déjà écrit une lettre au ministre de la Sécurité en lui précisant qu'il fallait pas faire des choses, pas dans ce sens-là, il fallait chercher une autre solution. Alors, maintenant, il s'avère que après cela, certaines familles, comme nous l'avons précisé au début de notre conversation, certaines familles ont demandé que nous contresignions là, et étant donné que ça correspondait à ma façon et à notre façon de voir, j'ai contresigné, c'est toute l'histoire. L'avenir nous dira si on a raison ou pas. Mais en tous les cas, sachez que nous, personnellement, moi personnellement en tant que rabbin, je vous dis que si je dois faire attention à la vie des soldats qui sont partis avec un tel esprit de sacrifice, un tel enthousiasme, et en face des gens qui sont tombés en captivité, eh ben je donnerai la primauté aux soldats, avec toute la douleur incommensurable que ça pourrait présenter. C'est effectivement, il faut l'avouer, un véritable dilemme. Il faut bien l'avouer, c'est un véritable dilemme. Personne ne sait véritablement qui a raison ou non, mais c'est vrai qu'on peut effectivement s'inspirer de ce qui s'est passé ces dernières années face au Hamas pour tirer une conclusion qui peut aller dans votre sens, mais on a du mal aussi effectivement à résister aux pressions de familles qui ont leurs proches, de familles qui ont été décimées le 7 octobre, d'enfants qui se retrouvent tout seuls, des enfants des bébés de 9 mois, de 10 mois qui se retrouvent tout seuls dans les tunnels du Hamas. C'est vrai que c'est un dilemme que l'on ne souhaite à personne de devoir résoudre. Et on vous remercie de nous avoir exposé votre appréciation donc de cette situation par rapport à celle qui a déterminé, on va dire, la conclusion de cet accord. Et vous me permettez, Daniel, je dirais juste une petite phrase. Hier soir, dans la conférence de presse, le chef du gouvernement lui-même a été interrogé par ces journalistes qui ont une allergie chronique à Itamar Ben-Gvir, en lui demandant comment il ne le mettait pas à la porte du gouvernement parce qu'il s'était opposé à cet accord. Monsieur Netanyahou, malgré ses divergences profondes avec Itamar Ben-Gvir, a réagi de façon extrêmement correcte et droite en disant, écoutez, nous avons discuté dans le cabinet et nous avons considéré le plus et le moins et nous laissons à chacun le droit de regarder le problème tel qu'il le convient parce que le dilemme n'était pas du tout trivial. On le comprend très bien. Merci beaucoup, Rav Eliaou Zini, de nous avoir donné votre appréciation, qui est une appréciation qui est partagée, je suppose, par beaucoup d'Israéliens, peut-être pas suffisamment entendue en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette appréciation dans ce dilemme, dans cette situation extrêmement complexe dans laquelle on évolue face à un... Et merci à vous de m'avoir permis de l'exprimer. Voilà, merci beaucoup. Bessorot Tovot à tous. Merci, Shalom, Amen, Shalom. Kenny Ratzon.